Environnemental. Des études menées par le Centre pour l'environnement et le développement, CED, en abrégé, font état de ce que, pendant la dernière moitié du siècle dernier, la température moyenne au Cameroun aurait augmenté de près d'1 degré Celsius. Dans une vision plus large, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC en abrégé, créé en 1988 par l'ONU, indiquait récemment lors de la présentation de son dernier rapport sur les projections des modèles climatiques que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 degrés Celsius au cours du siècle présent. Dans notre dernière édition, nous vous parlions des principales causes du réchauffement climatique, notamment en évoquant la déforestation. Eh bien, dans le cadre de cette édition, la suite d'une série consacrée au réchauffement climatique, nous vous présentons les manifestations de ce phénomène avec Ranes Djedja. C'est le chargé du programme de changement climatique au Centre pour l'environnement et le développement, Antenne du Cameroun. Également à l'actif de cette édition, les rubriques habituelles, à savoir la revue environnementale de la presse nationale et bien sûr la fenêtre sur l'assainissement urbain, une rubrique dans laquelle nous allons parler du système d'organisation de la collecte des ordures dans la ville de Yaoundé. Avec Frédéric Thuet, c'est le directeur d'agence Isacam de Yaoundé. Lorca Garcia assure la technique, Claudie Solo est à la mise en onde. À ce micro de présentation, je suis Boris Ngounou. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Environnemental. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Environnemental 237@yahoo.fr. La revue environnementale de la presse nationale. Ouvrons cette revue avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui, dans sa dernière livraison la semaine dernière, annonce la deuxième phase du projet d'assainissement de Yaoundé, en abrégé PADI 2. Le dit projet comprend entre autres la construction du canal principal, ce qui est encore appelé le canal de Yaoundé, sur 6 km. Cette distance prendra ses marques où la première phase des travaux s'était arrêtée derrière la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP. Il y a aussi l'aménagement des canaux de drainage sur 4 affluents de la rivière Fundi sur une longueur de 8 km. Réuni il y a quelques jours, le comité de suivi du projet d'assainissement de Yaoundé, que préside le délégué du gouvernement Gilbert Tigniévouna, a constaté que les principaux financements de ce projet s'élevant à 78 milliards de francs CFA sont d'ores et déjà disponibles avant de signaler l'imminence du début des travaux. La revue environnementale de la presse nationale. Un présumé trafiquant de mandrilles appréhendé à Yaoundé. Titre repère dans sa dernière livraison. Le journal de feu Richard Touna dit que l'individu âgé de 46 ans provenant d'un col Bisson à bord d'une voiture de marque Toyota de couleur rouge s'apprêtait à vendre le grand singe multicolore lorsqu'il a été arrêté par des agents de la délégation régionale des forêts et de la faune du centre en collaboration avec des éléments des forces de l'ordre. Les mandrilles, variétés de grands singes, sont répertoriées dans la catégorie des espèces protégées de la classe A. Au Cameroun, c'est le plus haut niveau de protection réservé aux animaux. Les mandrilles bénéficient de ce niveau de protection car ils sont en voie d'extinction. Une menace qui résulte des caractéristiques physiques de l'animal, un primate très coloré qui attire beaucoup d'attention. Le mandrill est par conséquent très recherché. C'est par ailleurs l'un des grands et rares animaux que les braconniers préfèrent chasser en raison de la grande qualité
qualité de sa viande. L'interpellation de ce présumé trafiquant le 18 juin dernier, poursuit le journal Repère, survenait un jour seulement après que 2 trafiquants d'os d'éléphant aient été arrêtés à Mondumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. La revue environnementale de la presse nationale. Des artistes musiciens formés sur la protection de l'environnement. La radio des artistes, fréquence 106.5, dans l'édition numéro 2 de son programme spécialisé consacré à l'atelier binational de renforcement des capacités des syndicats de musiciens en République centrafricaine et au Cameroun, fait savoir que parmi les modules de formation soumis à ces artistes par des membres de la Fédération internationale des musiciens, il y avait un module portant sur la protection de l'environnement. Philippe Gauthier, expert consultant de la Fédération internationale des musiciens, justifie le choix de cette formation. Je pense que la question du développement durable, la question de la protection de l'environnement sont des questions qui sont largement portées aujourd'hui et qui bien sûr sont présentes aussi dans le mouvement syndical et dans le mouvement syndical international. C'est pour ça que la Fédération internationale des musiciens, dans ses modules de formation, a un point sur ces questions d'environnement. Comme tous les citoyens, comme tous les travailleurs, les artistes de la musique se soucient de ces questions et ils peuvent en outre, c'est un de leurs avantages, ils peuvent en outre être un vecteur pour les messages et pour les politiques menées sur les questions d'environnement. Voilà pourquoi eh bien, les artistes ont décidé de s'emparer très activement de cette question. Voilà, c'est ici que prend fin cette revue environnementale de la presse nationale. Une revue qui vous a été servie avec le concours de Claudiane. C'est la détentrice du kiosque à journaux 6 au carrefour Terminus Mimboman. Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h, ce kiosque vous offre toutes les parutions nationales et internationales. Fenêtre sur l'assainissement urbain avec Isakam. Juillet 1969, juillet 2014, voici déjà 45 ans que la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, ISACAM, a consacré à l'effet d'accompagner le développement des villes et communes du Cameroun. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, où la société s'est étendue depuis 35 ans aujourd'hui, d'importants progrès d'assainissement et de propreté dans la ville sont notables par les populations. Des populations dont certaines, jusqu'ici, font montre d'un civisme, notamment à travers le non-respect des bacs à ordures. Des dispositifs qui s'inscrivent dans le cadre du système d'organisation de la collecte des ordures déployé par ISACAM dans la ville. Présentation du dit système dans quelques instants. C'est avec Frédéric Thuet, c'est le directeur d'agence d'ISACAM de la ville de Yaoundé. Mais avant, voici un retour sur les manifestations ayant marqué dans la capitale les 45 ans d'existence de ISACAM. L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé grouille de monde en cette matinée du 28 juin 2014. Les t-shirts de couleur blanc que revêt chacun ici déclinent à suffisance l'objet de ce regroupement de près de 1000 personnes. Les t-shirts sont extempiés ISACAM, 45 ans au service du développement des villes. Frédéric Thuet est le chef d'agence ISACAM de Yaoundé. Je crois que ce 45e anniversaire, il est placé sous le signe du partenariat. Et cette activité, elle vise à honorer aussi nos partenaires, c'est-à-dire tous les gens qui aujourd'hui nous accompagnent au quotidien, les partenaires financiers, les partenaires sociaux surtout, les partenaires techniques. Et puis bien entendu, tous ceux que nous servons et qui nous accompagnent aussi, c'est la communauté urbaine, les mairies. Justement, dans cette foule de personnes en plein exercice d'aérobie, sont présents des membres des exécutifs communaux de la ville.
Saint-Éloi Bidoum est le premier adjoint au maire de Yaoundé 6e. Le fait d'avoir réuni les communes d'arrondissement qui sont leurs premiers partenaires dans leur métier est suffisamment révélateur de leur souci permanent de travailler en symbiose avec les communes. La séance d'aérobie a été précédée par une marche sportive dans les principaux artères de la ville. Une initiative saluée ici par Jeanne Hortense Afana de la délégation régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour la région du Centre. C'est très émouvant parce que ça nous fait travailler l'exercice physique, ça nous amène à être en collaboration avec nos entreprises, nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Par ailleurs, à quelques kilomètres de là, dans les quartiers, des Yaoundéens donnent leur avis sur cette société d'hygiène et de salubrité mise sur pied en juillet 1969. Je pense quand même qu'avant l'arrivée d'Isakam, il y avait un service d'hygiène qui s'occupait des ordures. Et à cette époque, on avait des carrefours qui étaient, on pouvait les appeler les poubelles, et qui inondaient toute la ville. Jamais on n'évacuait pas. Mais avec Isakam, un très grand travail fait. On ne voit plus ces choses-là. Martial Foucault habite le quartier Nkwaban. Lui aussi admire l'action de propreté menée par Isakam, mais déplore parfois l'attitude de certains de ses agents. On a eu un tas d'ordures qui a traîné des mois. Et cependant, quand les agents d'Isakam passaient, ils nous exigeaient qu'on leur donne quelque chose. C'est que notre pays, nous savons tous que nous luttons contre la corruption. Donc j'invite les responsables d'Isakam à essayer de régler ce côté-là. Idem pour cette mère de famille habitant le quartier Mvokada. Oui, Isakam travaille bien, mais la population aussi ne les aide pas. Parce que nous, ici à Mvokada, il y a les femmes qui gardent les ordures chez eux. Ils attendent que la pluie pour verser dans les eaux de pluie pour que ça descende. Ça n'a pas calé au marécage, nuit aussi les gens de marécage. Pour Lucienne, Isakam ferait mieux de sensibiliser cette partie de la population et civique qui lui rendent la tâche difficile. Fenêtre sur l'assainissement urbain avec Isakam. Je l'annonçais à l'ouverture de cette fenêtre, en marge de la célébration des 45 ans d'existence de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, nous avons réalisé un entretien avec Frédéric Thuet, directeur d'agence d'Isakam de Yaoundé. Les échanges s'articulent autour du système d'organisation de la collecte des ordures dans la ville de Yaoundé. Bonjour, monsieur le directeur d'agence de Isakam de la ville de Yaoundé. Bonjour, monsieur. Donc, nous allons nous entretenir sur les modes de collecte des ordures dans la ville de Yaoundé. On va commencer par savoir quel est le système d'organisation des collectes des ordures mis sur pied dans la ville de Yaoundé afin de maintenir la propreté. Oui, alors il faut savoir que Yaoundé est une ville qui va bientôt atteindre les 3 millions d'habitants et que donc la collecte des ordures produites par presque 3 millions d'habitants nécessite bien entendu une organisation permanente. Donc le premier facteur qui me semble important, c'est de dire que Isakam travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc nous sommes organisés en 3 quarts de service, un quart du matin, un quart de l'après-midi et un quart de nuit. Ces 3 quarts se relayent en permanence pour collecter plus de 420 000 tonnes dans l'année 2014, qui correspondent à une bonne proportion des déchets qui sont produits par la ville de Yaoundé et ses usagers. Donc, à côté de ça, vous avez parlé de près de 400 000 tonnes. Donc, en fait, on a envie de savoir quel est actuellement le niveau de couverture de la ville en matière de collecte d'ordures. Alors, je vais répondre directement à votre question. Le niveau de couverture, il est estimé, parce que c'est très difficile à donner en détail, mais il est estimé entre 70 et 80% de couverture de la ville de Yaoundé. Pourquoi pas 100%? Eh bien, tout simplement parce que Yaoundé est une ville, et vous
le savez très bien, a une géographie assez particulière, notamment assez montagneuse, avec des terrains d'accès difficiles, ce qui crée un enclavement des quartiers, des derniers quartiers construits, notamment en zone périurbaine, qui fait qu'aujourd'hui, les moyens dont je dispose n'ont pas accès sur la totalité du circuit et de la ville de Yaoundé. Donc aujourd'hui, évidemment, la collecte la plus simple et la plus aisée, c'est celle qui touche les voies qui sont carrossables, je dirais, notamment pour des gros véhicules comme ceux d'Isacam. Et puis plus on s'éloigne du centre, plus on monte dans les montagnes et plus l'accès est difficile. Donc il faut souligner qu'aujourd'hui, et la population de Yaoundé s'en est bien aperçue, la communauté urbaine a fait d'énormes efforts en termes d'amélioration de la voirie, ce qui crée d'ailleurs un certain nombre de troubles aujourd'hui, pour moi, dans le domaine de la collecte, mais aussi pour les usagers. Mais là, on est en train de préparer l'avenir. Et demain, la création de ces nouvelles voies aura pour effet, en termes de collecte d'ordures, de nous permettre de désenclaver les quartiers les plus enclavés. Donc aujourd'hui, on est un peu contraint par les travaux, mais c'est pour mieux rebondir demain et pour nous permettre d'aller plus loin chercher les ordures des gens qui aujourd'hui ne sont malheureusement pas desservis. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas aussi des difficultés que vous notez à l'endroit de la population ? Si, bien sûr. Alors j'ai omis de vous dire que pour bien comprendre le système, Isacam en fait collecte sur 3 modes. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle le mode porte-à-porte. Ce sont des camions qui passent sur les voies en général carrossables, qui klaxonnent dans la journée. Et à l'appel du klaxon, les habitants, les usagers sortent avec leurs ordures et les mettent directement dans le camion ou les donnent à mes agents qui les mettent dans le camion. Ça, c'est ce qu'on appelle le porte-à-porte, c'est-à-dire que c'est Isacam qui va jusqu'aux portes des gens pour récupérer les ordures. C'est très clairement l'objectif d'Isacam, c'est qu'un jour on puisse ne faire que du porte-à-porte, c'est-à-dire aller servir les usagers chez eux. Bon, aujourd'hui malheureusement ce n'est pas possible, pour des raisons je viens de dire, d'accès. Donc le deuxième mode de collecte, c'est le mode de point d'apport volontaire. Là ce sont les gros bacs métalliques de 6, 9 ou 16 mètres cubes qui sont posés à des endroits qui ne sont pas définis par Isacam, mais qui sont définis par, je dirais, les mairies et les services d'hygiène des arrondissements, puisque ce sont eux qui connaissent les besoins de la population. Nous sommes prestataires, nous mettons les bacs à cet endroit-là, et là, ce sont les gens qui viennent amener leurs ordures au bac. Ce n'est plus Isacam qui va aux usagers, c'est les usagers qui viennent au bac, et nous récupérons les bacs. Et le troisième mode de collecte, ce sont les tas, ce qu'on appelle les tas. Eh bien, ce sont des endroits dans lesquels les gens, naturellement, ont tendance à déposer des ordures. L'objectif, évidemment, c'est que les tas disparaissent et que le point d'apport volontaire, c'est-à-dire la population qui va au bac, se transforme petit à petit en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'Isacam puisse aller chez les gens. Mais pour ça, il y a un problème de voirie et d'accessibilité dont on a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que très souvent, on note des actes d'incivisme très fréquents dans la ville, de nuit comme de jour. On voit encore, il suffit de lever la tête et porter attention, on voit encore beaucoup de gens qui ne font pas les 10 mètres qui les séparent du bac et qui posent les déchets par terre, qui les jettent dans les rivières. Alors jeter un sac dans une rivière, c'est effectivement se débarrasser d'un sac d'ordures, mais c'est au bout du compte boucher un drain et faire des inondations. Et là c'est un acte d'incivisme parce qu'on va provoquer un acte qui va porter préjudice à la collectivité, alors que on est un individu qui porte préjudice à la collectivité. Là, on est vraiment dans de l'incivisme. Et des cas comme ça, il y en a toute la journée. Donc, les attentes que moi j'ai vers la population, très clairement, c'est de participer à la salubrité du Cameroun. Je crois que la salubrité du Cameroun, aujourd'hui, elle dépend bien sûr d'Isacam, puisque nous sommes prestataires, mais nous ne pouvons pas faire du Cameroun un pays salubre sans les Camerounais. C'est-à-dire que c'est une action collective qui engage certes Isacam, bien entendu, puisque c'est notre métier, mais qui engage aussi les pouvoirs publics et qui engage aussi les usagers en tant qu'individus, membres d'une collectivité. Je crois que vraiment c'est un problème collectif.
aujourd'hui, je vous garantis que quand on voit nos garçons travailler, bien sûr, il y a de temps en temps des fautes de conduite, etc. C'est vrai. Mais dans l'énorme majorité, on a des gens qui font un travail qui est difficile. Je me suis rendu sur le terrain plusieurs reprises pour voir ce qu'ils font. Ils font un travail qui n'est pas facile, qui n'est pas forcément propre. Et ils le font avec beaucoup de cœur parce qu'ils sont conscients de la nécessité d'avoir une ville, surtout la cité capitale, propre, parce que c'est l'image du Cameroun. Et je crois que cette image du Cameroun, on ne peut pas demander à Isakam de la véhiculer seule. L'image de la cité capitale, ça devrait et ça doit être le problème de tous les Camerounais. Il faut une adhésion de la population. Absolument. Il faut que la population adhère, il faut qu'elle soit aussi consciente des enjeux. C'est pour ça que nous faisons aussi un effort de communication vers les populations, vers les mairies, vers les pouvoirs publics, de manière à ce que les gens comprennent les enjeux réels qu'il y a derrière. Les enjeux, c'est pas seulement le fait de dire aujourd'hui, quand on met quelque chose dans la poubelle, on facilite le travail des IACAM. C'est pas vrai. Parce que si on supprimait l'État et si tous les usagers mettaient leurs affaires, leurs ordures dans les bacs, ça nous permettrait de gagner du temps pour aller chercher les ordures plus loin. Donc il y a vraiment une relation de cause à effet. Ok, merci. Je rappelle, vous êtes monsieur Frédéric Thuet, vous êtes directeur d'agence Isakam de Yaoundé. Absolument, merci beaucoup. Fenêtre sur l'assainissement urbain avec Isakam. Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou encore réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies et qui traduit une augmentation de la quantité de la chaleur sur la surface terrestre. Nous ouvrons ainsi le dossier de cette semaine consacré aux manifestations du réchauffement climatique au Cameroun. L'Afrique en miniature n'est pas à l'abri de ce phénomène. L'ampleur du réchauffement climatique est telle que les saisons sont devenues quasiment incontrôlables au Cameroun. Illustration à Bafoussam dans la région de l'Ouest, où nous avons tendu notre micro à une agricultrice. Bonjour Madame Lucienne. Bonjour monsieur. Vous êtes cultivatrice dans la région de l'Ouest du Cameroun. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous trouvez la succession des saisons actuellement dans votre région par rapport à votre activité d'agriculture. Dans notre région, pour le moment, je vois que le temps a un peu changé. Pour l'agriculture, la saison a changé beaucoup. Quand vous dites que la saison a changé, nous aimerons que vous nous situez un peu sur la succession des saisons avant. Peut-être il y a de cela 30 ans, 40 ans. Comment est-ce que les saisons se comportaient dans votre région? En 1900, disons 60, 63, jusqu'à 70, que moi-même je cultivais, on attendait la pluie entre le 6 mars au 15. Et c'est en ce moment-là qu'il pleuvait. Il pleut 2-3 fois avant qu'on sème. Bon. Et quand on semait, c'était la petite saison. La petite saison, c'était l'annonce, donc la petite saison des pluies. Comme ça, le maïs grandit, ça grandit avec un peu la pluie. Il pleuvait, mais pas très fort là. Il pleuvait, mais en mai, juin, on mangeait déjà le maïs qu'on a semé en mars. Et en juillet, il y a une petite saison sèche et on voit le soleil. Et cette saison sèche-là contribuait à sécher le maïs. À sécher le maïs, puis on cassait ce maïs en juillet. C'est septembre qu'on commençait maintenant à cultiver le haricot. Dans la pluie maintenant. En ce temps-là, il pleuvait. La grande saison des pluies. On sème le maïs, les haricots
dans septembre là. Sachant que en novembre, il n'y aura plus la pluie. Là, les haricots vont se sécher. On va taper, on récolte les haricots en décembre, janvier. Mais maintenant, le temps a changé parce que ces haricots même, la pluie gâte encore ça au champ. Pendant quel mois? En novembre, décembre même il pleut toujours. Janvier même il pleut toujours. Donc on ne sait plus vraiment dans quelle saison maintenant. Ces mois-là dans lesquels il y a la saison sèche. Quand tu dis bien que c'est la saison sèche, dans 2 semaines tu vois la pluie. Il y avait la sécheresse même durant 1 mois, même 2 mois. Et la pluie qui venait, ça fait ça s'arrête. C'est vraiment pour mettre un peu la fraîcheur. Et le soleil continue. Pendant le mois de décembre, quand il y a encore le haricot dans les champs et qu'il pleut sur ces haricots, comment ça agit sur les cultures? Le haricot doit pourrir. Ce que tu peux gagner là, en ces temps-là, ce n'est que le manioc. Le manioc n'a pas le temps. Mais disons le taro, ça se gâte. Le taro qui est bien, on met au feu, ça ne dure pas. Il faut mettre maintenant beaucoup d'eau pour que ça... Et disons les plantains, ça réussit. Mais disons le haricot, ça va pourrir ensemble. Oui. Puis s'il y a déjà le haricot là, ce n'est pas sec. D'autres sont secs. Ça serait comment? Ça va pourrir. Quand ça touche la terre avec l'humidité, ça pourrit. Et bien maintenant, actuellement, avec ces saisons que vous n'arrivez plus à contrôler, parce que pendant que vous attendez que ce soit la saison sèche, il y a la pluie qui vient toujours, qui tombe, vous ne comprenez plus dans quelle saison est-ce que vous vous trouvez. Actuellement, comment vous faites pour vous passer de cette perturbation des saisons et continuer vos cultures? Pour le moment, avec ces saisons de pluie surtout, disons par exemple ces saisons qui venaient de l'haricot qu'on a tapé dernièrement, les femmes ont souffert. Tu arrives au champ, tu enlèves le haricot, voilà la pluie qui vient. Pour taper le haricot, il faut en ce temps-là faire comment? Tu abandonnes le haricot, tu pars. Tu attends même 2-3 jours s'il ne pleut plus, tu rentres donc au champ pour récolter le haricot. Et même jusqu'à là, on jette le haricot au champ parce que on a tapé, ça ne se casse, ça n'ouvre pas. Il y a encore l'eau qui empêche que les corps s'ouvrent. Parfois, tu vois même les mamans qui partent avec les enfants parce qu'on va ce qui n'est pas sec. Les enfants vont l'aider à faire avec les mains. Donc, autant j'ai dit, en 1960, jusqu'à ça a changé. Il peut dire que depuis l'an 2000, ça a changé complètement. Oui. Donc, bon, maintenant, où ces temps-là ont changé, est-ce que vous réussissez toujours à avoir la même quantité de récolte que vous aviez pendant les années 60? On ne peut pas récolter on ne peut pas faire la même récolte parce que tu as jeté d'autres au champ et le travail ça augmente. Ok, tu partais au champ, tu arraches, vite, là tu déposes, tu mets la bâche, tu mets sur ça, tu ramasses, tu tapes, même étant seul, tu peux taper même 2 à 3 seaux de haricots par jour. Mais le travail ajoute parce que maintenant, avec ce pluie-là, tu ne peux pas réussir à faire même 2 seaux. Il faut faire même avec les mains, il faut taper avec le bâton, ainsi de suite. Et tu ne peux pas être seul. Oui, donc on lutte. En ce temps-là, je peux dire que c'est le travail entre toi et les plantes. Ce que tu ne bagarres pas sur ça, ce n'est que les plantains, la banane et tout. Quand tu cultives, tu mets la terre là, tu passes. Mais le haricot, le maïs a le problème quand il y a le soleil. Ça empêche le maïs de bien réussir. Mais pour le haricot, donc c'est pire. Avec l'eau, trop de travail. Oui, et le haricot pourri. Ok, merci. Suite de cette édition avec l'expert, nous l'annoncions à l'introduction de cette édition,
C'est avec lui que nous allons aborder la question autour des manifestations du réchauffement climatique à l'échelle nationale. Monsieur Ranes Diodia, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargé du programme changement climatique au Centre de l'environnement et du développement. Oui. Eh bien, puisque nous aimerons parler du changement climatique aujourd'hui, nous aimerons savoir d'abord par définition ce que c'est que le réchauffement climatique. Nous dirons simplement que le réchauffement climatique a trait à la variation de la température de la planète de façon très simple. En d'autres termes, ça voudrait simplement signifier une augmentation extrême de la température de façon aussi simple, comme ça qu'on pourrait le définir. Bon, maintenant au Cameroun, est-ce qu'on peut noter cette variation de la température comme vous le dites? Alors, de façon générale au Cameroun, on a tendance à dire qu'effectivement, nous subissons déjà les effets, je voulais dire, changement, mais je vais rester sur votre thème variation. De façon simple, on observe en fonction des zones de la zone où on se trouve, on observe soit une période de sécheresse très longue, soit une période de pluie très longue ou très intense avec nécessairement des effets dévastateurs. Par exemple, peut-être vous allez me dire que ça a toujours eu lieu au nord quand il pleut, des inondations, mais la différence qui fera en sorte qu'on parlerait de changement climatique a trait au fait que ces événements surviennent de façon récurrente. Maintenant, par le passé, ça survenait à des intervalles de temps vraiment espacés, mais maintenant c'est vraiment ça peut survenir 2 fois par an, ça peut survenir une fois, mais de façon vraiment très intense. Ouais. Bon, de ce réchauffement climatique sont également notables dans des villes comme Yaoundé, où nous sommes. Alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais je suppose, quand en période de saison sèche, quand il fait soleil, il fait extrêmement soleil. Il fait extrêmement chaud, la température est vraiment très élevée. Ce sont des événements ou alors ce sont des situations que nous ne vivions pas habituellement. Comme pour ceux qui ont vécu à Yaoundé les années vraiment antérieures, ce sont des phénomènes, on va dire, nouveaux, on va les dire ainsi. Et justement, ce sont des manifestations de ce réchauffement climatique. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise que demain, on aura un effet de sécheresse, on va dire, ou alors on verra le désert apparaître subitement à Yaoundé. Non, c'est quelque chose qui se manifestera dans le temps, c'est-à-dire ça prendra du temps, mais au rythme auquel les choses évoluent, il n'est pas impossible. Je n'ai pas dit que ça va survenir bientôt, mais il n'est pas impossible qu'on arrive à ce genre de situation. Bon, ce changement, cette intensification des températures en saison sèche, à partir de quand? Est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle vous notez cette augmentation de température? Alors, déjà de façon générale, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'augmentation, le niveau d'augmentation de température au Cameroun de 1960 jusqu'à nos jours est de l'ordre de 0,7 degrés Celsius. Vous voyez que si on se fie juste aux chiffres, on dira c'est pas énorme en termes d'augmentation. C'est même pas 1 degré. Pas du tout. Mais ce que je puis vous dire, c'est que pas besoin d'avoir 1 degré pour effectivement ressentir les effets. Alors, en termes de changement, ou alors de période à laquelle on pourrait situer ce changement, c'est vraiment très difficile de vous dire c'est à partir de ce moment-ci, puisque comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'évolutif. On ne ressent pas toujours dans notre conscient, on n'a pas toujours le sentiment de ressentir ça de façon réelle, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc il serait vraiment difficile pour moi de vous dire c'est à partir d'une période bien précise que les choses ont définitivement changé. C'est quelque chose qui se fait vraiment de façon très évolutive. Bon, ce changement, est-ce que en votre qualité d'expert, de chercheur en la matière, est-ce vous pouvez nous situer ici sur la manifestation de l'augmentation des températures sur le vécu des Camerounais?
Je comprends pas très bien. Situer, c'est-à-dire comment ce changement, avec ce réchauffement climatique, influence le vécu des Camerounais? Ah oui, de façon simple. Si vous demandez à un agriculteur aujourd'hui à quel moment est-ce qu'il doit faire l'agriculture, il vous dira je sais plus exactement. Parce que à un moment donné, je sais que c'est la saison sèche, mais je me rends compte qu'il pleut. À un autre moment, je sais que c'est la saison des pluies, donc je commence à préparer mes champs. Il ne pleut plus. Il ne pleut pas. Donc je me retrouve carrément au dépourvu. Donc c'est ce type de... Principalement les effets, puisque nous sommes dans un pays qui n'est pas très industrialisé, c'est un pays qui se veut d'abord et avant tout agricole. D'ailleurs le DSE, qu'on nous cite très souvent, se base sur l'industrialisation, les grands chantiers et autres, et puis sur l'agriculture. Donc les effets se ressentent principalement sur l'agriculture. Bien évidemment, la construction des barrages dépend. Quand on parle de barrages, on voit les eaux. Quand on parle d'eau, on voit nécessairement les précipitations. Et s'il y a réchauffement, on aura beau construire tous les barrages du monde, si réchauffement il y a, le niveau d'eau va baisser. Et donc, de façon macro, c'est-à-dire avec les politiques nationales, de façon macro, les barrages n'auront pas suffisamment d'eau pour produire l'énergie escomptée. Au niveau de l'agriculture, comme je le disais, si on parle d'agriculture, on parle nécessairement d'eau qui va devoir de la pluie, puisqu'on se base beaucoup plus dessus. On va parler de la pluie qui va arroser ces cultures. Malheureusement, s'il y a réchauffement climatique tel que ça s'observe, si on ne peut plus dire la saison des pluies va de telle période à telle période, la saison sèche va de telle période à telle période, il deviendra véritablement compliqué de pouvoir parler d'agriculture et donc de production, d'autosuffisance alimentaire, tout ce qui suit derrière. Malheureusement encore, peut-être c'est ce qui pourra arriver si on veut pouvoir, peut-être là je suis déjà en train d'embrayer sur les éventuelles solutions pour parler de l'agriculture. On risquera de faire comme les pays occidentaux le font, les grands pays agricoles le font. On risquera d'arriver à sous serre peut-être, mais à des pratiques d'irrigation beaucoup plus, parce que l'agriculture sous serre a un coût, l'irrigation bien évidemment aussi, mais ce qui est supportable par le pays. On a de l'eau tout autour de nous, on peut en profiter allant dans ce sens-là, même si bien évidemment il y a des impacts de ce type d'agriculture, impacts qui devront être étudiés. Revenons au niveau des manifestations. Vous avez évoqué ici comment est-ce que le réchauffement, l'élévation de la température impacte le quotidien des Camerounais. Maintenant, si on parlait au niveau de la nature, le relief et même de la succession des saisons, comment est-ce que ça se traduit à ce niveau-là? Alors, parlons sur l'environnement, les effets sur l'environnement. Le réchauffement, comme j'ai commencé à évoquer quelque chose dans ce sens-là, c'est forcément si on a des saisons sèches très longues, c'est-à-dire donc forcément très peu de saisons de pluie, on assistera à un assèchement de la végétation. Et quand on parle d'assèchement de la végétation et du sol, on parle d'avancée du désert. Donc c'est ce à quoi on risquera de faire face. Nous n'en sommes pas encore là, ça pourra prendre encore un certain nombre d'années si rien n'est fait, si on continue sans rien faire du tout, pour qu'on arrive à ce type d'effet extrême. Mais c'est quelque chose qui peut survenir. Là, vous parlez de réchauffement. Moi, je dirais les changements climatiques de façon générale. C'est pas juste le réchauffement, c'est également des précipitations extrêmes. Et si on a des précipitations extrêmes, on pourra assister à des effets comme l'érosion des sols. On pourra assister à des effets comme les inondations et bien d'autres.
bien d'autres effets. Ouais. Ok, merci. Je rappelle, vous appelez Ranes Djudia. Vous êtes chargé du programme changement climatique au Centre de l'environnement et du développement. Ok, merci. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Environnemental 237 @yahoo.fr